Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. Cette semaine, on a encore de belles visites avec nous. L'intarissable Camille Harvey. Comment ça va, Camille? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien. Ça va très bien. On parle d'un film, ma foi, fort intéressant aujourd'hui. Un film que les trois, je pense qu'on a bien aimé aussi. The Red Shoes de Emmerich Pressburger et l'autre... Michael Powell. Powell, voilà. Notre premier duo d'acteurs, de réalisateurs, je pense. Là. Puis c'est un duo iconique, en fait, là, du cinéma britannique. Je pourrais y revenir peut-être un peu plus tard. Donc, un film de 1948. Donc, ce qui est différent de... Parce que on a écouté avec Camille aussi Henri V, puis là, ça marchait pas. Ça marchait pas. Hein? C'était pas... Ça fut pénible. Ça fut pénible. Ça l'a été pour nous aussi les deux fois qu'on l'a fait. Donc, qui est un film de 1944, en fait. Donc là, on reste encore même temps, même époque. Donc, un film britannique qui est un drame, film musical, il y a film fantaisiste même d'une certaine façon. Il y a plusieurs genres qu'on peut y coller d'une durée de 133 minutes. Film en couleur, on sait Henri V c'est un film qui utilisait en fait la seule caméra Technicolor. 4 ans plus tard en fait, là il y a un petit peu plus de caméras, mais on utilise quand même un système assez particulier de caméra Technicolor. Je pourrais en parler un peu plus tard. Donc c'est ça, format 1.33.1, ce qui était la norme à l'époque. Donc le producteur c'est George R. Busby, qui est pas très connu en fait là. Il est surtout connu pour des films de Michael Powell et Emmerich Pressburger. Puis il y a Powell et Pressburger qui produisent aussi. Même chose pour les scénarios, les deux co-écrivent avec Keith Winter qui a participé au dialogue, mais c'est basé sur une nouvelle, un conte. Pas un roman assurément, mais un conte, j'imagine, fantastique là, de Hans Christian Andersen, qu'on connaît surtout pour La Petite Sirène. Donc, deux histoires qui mettent au cœur de leur récit des femmes rousses. Fait que je pourrais parler de ça plus tard. Non, pas de la couleur de leurs cheveux, mais je pourrais parler de la comparaison entre les deux. Faut croire qu'au Danemark, ils aiment bien ça, les rousses. Hein, voilà. Mais voilà, donc la musique, très bonne musique, qui est signée de Brian Easdale, qui va d'ailleurs remporter un Oscar, son seul en carrière pour ce film-là. La direction photo est faite par le légendaire Jack Cardiff, qui a fait c'est ça, c'est souvent considéré comme le maître de la cinématographie, peut-être un peu en raison de ça, mais beaucoup d'autres films de Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc des films où la couleur est quand même assez importante, mais il faisait des films même dans les années 30. C'est aussi un réalisateur, il est devenu réalisateur, il a été nominé comme meilleur réalisateur aux Oscars pour son film Sons and Lovers, mais sinon il a gagné un Oscar pour Black Narcissus, et qui est dans la collection aussi, et un Oscar honorifique en plus de 3 autres nominations, donc quand même bien connu. Le montage de Reginald Mills, qui lui aussi a été nominé pour un Oscar pour ce film-là, et le décor et les costumes sont faits par Hein Ercrott, qui est en fait un peintre. C'est vraiment particulier, c'est sa première expérience en tant qu'au décor. En fait, il avait fait quelques costumes dans d'autres films de Pressburger et Powell, mais il va gagner un Oscar pour celui-là, puis il va être nominé pour 2 autres, notamment pour Hoffman, attends un petit peu là, comment c'est un autre, The Tales of Hoffman, voilà, qui est un autre film du duo Pressburger et Powell. Puis budget 500 000 livres, assez cher quand même pour l'époque, mais en fait le film est allé over budget là, il était supposé être 300 000, puis là évidemment comme tout bon film qui se respecte, on va dépasser. Il sera pas un succès instantané, mais il va quand même faire 5 millions box-office, là, ce qui est quand même pour l'époque pas négligeable. Puis c'est ça, on a déjà sensiblement mentionné les nominations aux Oscars et les prix qu'ils ont eu, donc décor et musique, mais il a aussi été nominé meilleur film britannique au BAFTA, donc l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni, puis il a été présenté aussi au Festival de Venise, donc voilà, un film assez intéressant, en tout cas on n'avait jamais entendu parler tant que ça, mais ça a inspiré beaucoup de gens, en fait, ce film-là, parce que si je peux parler un peu des deux réalisateurs, là en fait, si je commence avec Michael Powell, les deux en fait ils ont un partenariat, puis ils sont créés une propre maison d'édition qui s'appelle The Archers, puis ils vont faire plusieurs films classiques là, du cinéma britannique des années 40, 50 et un petit peu 60, notamment 49
49 Parallel, The Life and Death of Cullen Blimp, A Matter of Life and Death, qu'on a failli acheter d'ailleurs, on avait regardé la bande-annonce pour l'acheter, Black Narcissus, que j'ai mentionné, The Red Shoes et The Tales of Hoffman. Il aurait également fait l'un des premiers slashers, hein, c'est un film d'horreur un peu gore, avec Peeping Tom, qui, même s'il a été mal reçu à l'époque, a un peu mis en péril leur carrière, puis après ça ils ont fait des films coup-ci coup-ça. Puis il y a plusieurs grands réalisateurs là, qui les considèrent, qui les portent haut dans leur estime, puis qui en ont fait des hommages. Dont Martin Scorsese, j'imagine, oui. qui s'en allait là pour oui. Raging Bull, a été inspiré beaucoup là, de la façon dont ils ont tourné certaines scènes, présenté des émotions quelconques, puis tout ça. Donc Raging Bull que j'ai pas vu encore, là, mais que il va falloir l'écouter, effectivement. Moi non plus, je l'ai pas vu, mais on l'a en DVD. Mais Scorsese, il y a Coppola aussi qui s'est beaucoup inspiré d'eux, et George Romero, probablement à cause de Peeping Tom aussi, qui est un slasher. Donc, Michael Powell a seulement été nominé à l'Oscar du meilleur scénario pour One of Our Aircraft is Missing, alors que Pressburger, lui, il a gagné un Oscar pour 49 Parallel pour le scénario. Faut dire qu'à Pressburger, c'est surtout lui là, qui écrivait les films aussi. Donc, il y a eu 3 ou 4 nominations, là, je crois, aux Oscars, alors que Michael Powell n'en a eu qu'une seule. Donc, Powell, en fait, a 11 films dans la collection Criterion et Pressburger en a 8. Donc, ça veut donc dire qu'ils en ont 8 ensemble, puis Michael Powell en a 3 de son côté. Parce que Pressburger, je crois pas qu'il ait fait de film tout seul en tant que réalisateur. Et puis, voilà. Une grande carrière. On va les retrouver souvent avec On Filme. Il y en a un d'ailleurs dans la prochaine dizaine. Je me souviens plus c'est lequel exactement, là, mais on va les retrouver quand même assez bientôt. J'ai bien hâte parce que ça a été une belle première expérience quand même. Un film très marquant. Je sais pas si j'y vais tout de suite avec la collection Criterion, là, les bonus pour clearer ça un petit peu puis pouvoir parler du film. En fait, l'édition comporte une restauration, donc une démonstration aussi de la restauration par Martin Scorsese qui a un peu géré le tout parce que ça s'est fait à UCLA en 2006, quelque chose comme ça. Il y a des commentaires audio par l'historien Ian Christie avec des entrevues de Marius Goring qui joue justement c'est quoi le Crackster? Craster, voilà. Moria Shearer qui est l'actrice principale. Jack Cardiff qui est le directeur photo et Brian Easdale également et Martin Scorsese. Sinon il y a aussi un documentaire qui s'appelle Profile of the Red Shoes qui est un espèce de making of du film. Il y a des entrevues avec la veuve de Powell, Thelma Shoemaker, qui a aussi fait le montage sur quelques-uns de ses films mais pas celui-là. Il y a des enregistrements audio de Jeremy Irons qui lit le roman aussi parce que le film le film c'est un scénario original mais après ça ils ont fait un roman avec 30 ans mais après 30 ans plus tard, c'est ça, ouais. Fait que c'est un peu particulier mais bon, ils ont fait ça. Il y a des photos publicitaires et des images behind the scenes. Il y a des images aussi de la collection personnelle de Scorsese sur The Red Shoes parce que lui il collectionne des objets du film. Donc il y a la paire de souliers signée par Moira Shearer, il y a le scénario signé des deux autres. En tout cas, il y a vraiment comme une espèce de petit musée chez eux sur ce film-là. Probablement d'autres films aussi, là. Mais celui-là, là, vraiment, on sent qu'il est très impliqué là-dedans. Le film, la restauration aussi avait été présentée à Cannes en 2009. Puis je crois que Scorsese aussi était là. Donc voilà, ça m'intéresserait de voir ça. J'aime ça. On est en histoire, on aime ça. Les musées, hein? Tu travailles dans un musée, toi, justement. Tu travailles dans un musée, on peut pas aimer ça. Hein? Moi, j'aimerais ça avoir la paire de souliers originale. Il y a aussi Oui. Non, il y a aussi des gens qui ont les autres souliers rouges bien connus du cinéma du Magicien d'Oz. Donc, c'est à peu près le puis le morceau de brique jaune, je sais pas, peut-être. Mais on sait pas, dans le fond. Là. Il y a aussi The Red Shoes Sketches, qui est un film animé, en fait, de Hein Aircraft, là, qui fait les décors et les costumes. Puis c'est de ses storyboards, en fait, là, donc... c'est un peintre, donc ça doit être quand même assez intéressant. Il y a la bande-annonce comme d'habitude et un livret avec un essai par David Ehrenstein et une description de la restauration par l'archiviste de UCLA, Robert Gitt. Donc quand même assez complet là, comparativement à d'autres films qu'on a vus. Une édition assez complète pour le même prix. Donc ça c'est quand même assez intéressant. The Red Shoes c'était vraiment bon. Moi j'ai vraiment aimé ça. On pourrait faire un petit tour de table
vite peut-être, là, de je sais pas, ce qu'on a trouvé là-dessus avant d'embarquer vraiment dans certains points puis dans le résumé aussi de l'histoire. Mais en fait, je laisserais peut-être Camille y aller. Ouais, comment t'as trouvé ça? C'est ça, t'es notre... Là, ça fait une couple de films qu'on t'invite puis que c'est assez moyen, mais celui-là, il était quand même pas si mal. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas une habituée des vieux films des années 30-40. On avait commencé avec Henri V. Mauvaise expérience. Ça a commencé mal, donc j'étais un peu... je savais pas trop à quoi m'attendre pour la suite, mais finalement, j'ai quand même bien aimé ça. C'était beau, les images étaient belles, les danses. À un moment donné, le spectacle, tu rentres dans un autre univers. C'est ça, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans un conte. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du film. Bien que j'ai trouvé la fin très frustrante, donc peut-être qu'on n'embarquera pas là-dedans tout de suite, mais... On sait jamais s'il faut spoiler les films ou non. C'est un film de 48. C'est juste que je comprends que c'est un film de ces années-là, mais donc... je trouve ça frustrant de la manière que... Mais l'actrice principale aussi, en lisant le script, était comme, ben voyons, ça n'a pas de sens, là, vous pouvez pas faire ça. Fait que... C'est ça, donc... Je pourrais, parce que c'est un de mes points, là, justement, fait que je pourrais... on va pas rentrer à fond dedans, mais on va rentrer un petit peu, là, vous allez pouvoir... On est content que t'aies plus aimé ton expérience, parce qu'on avait aussi tenté Fishing with John, là, qui était... Ah, mais c'était... mais ça avait pas l'air d'être ton genre d'humour... un peu moins, mais ça passait mieux qu'Henri V. Ouais, ben c'est sûr. C'était mieux que Time Bandits puis Armageddon. C'était quand même... C'est ça, ça passait le temps. Hein? Voilà, ça passait le temps. Ça. On s'est pas ennuyé cette soirée-là, alors qu'on s'est ennuyé dans 40 minutes d'Henri V, donc c'est quand même pas rien. On pourrait parler peut-être un peu du film, là. Donc ça raconte en fait l'histoire de Vicky Page, là, qui est jouée par Maura Shearer, qui est une danseuse de ballet talentueuse mais inconnue. Elle décroche une audition pour faire partie de la troupe de ballet Lermontov, donc qui est dirigé par Lermontov lui-même, qui est Anton Walbrook, puis l'acteur Anton Walbrook, qui lui-même va engager là, justement le fameux Craster, là, qui est comme un étudiant... Craster, qui est un étudiant d'un de ses amis quelconque, là, mais qui s'est fait voler une pièce qu'il a entendue dans un spectacle. Fait que là, il était super fâché. Puis c'est Lermontov, justement, qui l'a volé, là. Puis c'était particulier, cet échange-là. Mais je sais pas si c'est pour se rattraper vraiment ou parce qu'il constate que l'autre a un peu de génie quand même, parce qu'il l'a volé, justement. Puis tu sais, il dit une espèce de phrase pas possible, c'est mieux de s'être fait voler que d'être la personne qui vole, là. Au niveau de ce que ça signifie puis de l'orgueil puis tout ça, parce que bon, c'est facile à dire quand c'est toi qui as volé l'autre, mais bon. Mais c'est ça, mais je l'engager comme chef d'orchestre, comme semi-chef de... Ben, au départ, c'est pas un chef d'orchestre, c'est comme la personne pour les pratiques, là, je pense, puis après ça, là, il va l'engager comme un véritable chef d'orchestre. Puis il va avoir en fait le projet de mettre sur pied le The Red Shoes, en fait un ballet inspiré du conte justement de Anderson, puis qui va connaître un succès puis qui va propulser en fait la carrière de Vicky Page. Victoria. C'est ça. C'était écrit Victoria, entre parenthèses, Vicky Page. Donc, puis ils vont préparer plein d'autres. Il va y avoir, pas Casse-Noisette, mais en tout cas d'autres trucs de Tchaïkovsky, le Black Swan, en tout cas, le Lac des Cygnes. Il va en avoir d'autres. Là. Je suis pas un connaisseur de ballets, là. Je les ai pas notés malheureusement, parce que des ballets connus. Là. Puis, jusqu'au moment, en fait, où elle va tomber amoureuse de Crasters. Puis, l'affaire, c'est que pour Lermontov, c'est soit tu choisis de danser ou soit tu choisis d'être en amour. Tu peux pas faire les deux. C'est ça qui est frustrant. Mais c'est ça, exactement. C'est que je parlais de la frustration, là. Moi, c'est ça qui est comme... Je comprends que c'est la mentalité peut-être des années 30-40 où est-ce que les femmes pouvaient pas travailler puis avoir une famille en même temps, mais comme... J'ai l'impression que c'est plus la mentalité dans le sport, sport professionnel. Tu sais, c'est un peu la même chose, là. Même au hockey, mettons, on n'empêche pas d'avoir des femmes, mais comme, tu sais, c'est une vie de sacrifice. T'es parti 10 mois par année à peu près. T'es toujours dans tes valises. Même chose, tu sais, pour... tu sais, le milieu de la musique en général ou de la danse, il a l'air assez malsain, là. Oui, mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est tant une image du milieu plus que de Lermontov lui-même, là. Ça, je vais pouvoir y revenir là, dans mon point là-dessus, justement, sur la passion de l'art puis la passion amoureuse, là, qui sont en dualité dans le film au complet. Mais tu sais, ce qui est important de préciser aussi, c'est que
Vicky arrive là-dedans quand la première fille, tu sais, va se marier, puis là, elle annonce ça à tout le monde, puis c'est comme même pas une question, là, automatiquement, elle se fait comme c'est pas tant un renvoi, plus non, c'est elle qui part elle-même, mais je pense qu'elle sait qu'elle peut pas faire les deux. Mais Lermontov fait exprès de dire vraiment fort pour que Vicky l'entende que ça a pas de sens, puis qu'elle peut pas espérer avoir encore une carrière si elle est mariée, qu'il faut qu'elle fasse son choix, puis le choix y est fait. Donc c'est comme il veut vraiment, c'est ça, il veut vraiment que les danseuses se consacrent corps et âme à ça. Puis il y a une belle réplique justement à ce niveau-là. Là, je sais que tu l'as noté un peu plus loin. Là. Mais je trouve que ça résume très bien. Je l'avais même noté, on prenait des notes là, puis ça m'a fait quelque chose cette réplique-là. C'est tout simple, mais ça résume quand même assez bien le film. Là, vas-y. Mais c'est ça, c'est la première rencontre en fait entre Lermontov puis Vicky qui sa tante avait organisé une espèce de spectacle stagé là, pour que Lermontov la voie danser parce qu'elle savait qu'elle avait beaucoup de talent. Puis là, Lermontov lui dit Why do you want to dance? Puis elle dit Why do you want to live? Puis mais après ça se continue, non, c'est ça. Mais après ça, il dit mais c'est ça, ben là, je l'ai raccourci un petit peu, mais après, c'est qu'il dit c'est pas tant que je veux, mais I have to. Puis il était comme exactly. Tu sais, c'est une espèce de comme c'est viscéral, là, c'est même pas comme un choix, c'est juste comme ça, puis c'est pourquoi on vit, on se pose jamais cette question-là. Ça arrive, puis c'est tout, là. Fait que pour elle, c'est comme la même. C'est aussi fondamental que vivre, dans le fond, c'est respirer, tu sais, c'est ça. Non, c'est une phrase qui était très belle, puis tu sais, ça résume quand même bien l'espèce d'univers malsain dans lequel on va se trouver, puis qui trace beaucoup de parallèles avec d'autres films aussi qui sont sortis. Évidemment, celui-là, c'est peut-être un des premiers là, qui traite du ballet ou de la danse, ou peut-être même de la passion de l'art comme ça. On sait c'est un film qui est sorti tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, donc on avait besoin de changer les idées un petit peu. Mais bon, on pourrait parler, je sais pas par quelle section t'aimerais ça qu'on commence, je sais pas, peut-être parler du conte. Le conte, c'est là que je m'en allais, donc c'est ça. Toi, Camille, justement, est-ce que tu sais, moi, j'ai pas vu ça, là, c'est les trucs Disney, la petite sirène, t'as-tu vu ça? Oui, je connais. T'as-tu vu le film? Le film, oui, le film de Disney. C'est déjà plus loin que moi. Bon, mais oui, mais tu vois, totalement ignorante, je ne savais pas que c'était le même auteur que La Petite Sirène. Donc vous me l'apprenez aujourd'hui. C'est ça, il a fait plusieurs contes. Il y a comme 3-4 auteurs de contes là, que tout le monde, il y a Pierre Perrault, Charles Perrault, le petit... il y a les frères Grimm aussi. Les frères Grimm. Disney va pas le piger dans ces contes-là. Puis lui, il fait partie, c'est un Danois, en fait. Là. Puis c'est ça. Je te laisse poursuivre, là, mais c'est ça. Moi, j'ai jamais vu La Petite Sirène. Là. Il va y avoir un nouveau film Disney aussi sur La Petite Sirène. En ce moment, ou en tout cas récemment ou bientôt, là, il y a eu un Broadway ou va avoir, bref, peu importe, avec Léa Michel qui jouait Ariel, mais bon, clairement, c'est sûrement fait renvoyer parce qu'elle a été pognée dans un scandale de racisme là, il y a pas longtemps, mais c'est ça, il y a ça, puis il y a aussi un live action qui s'en vient avec une fille qui est noire, il me semble, donc c'est ça, puis elle est jeune aussi là, en tout cas ça va être bien, j'ai l'impression, mais pour ma part, pour revenir sur le conte, j'avais un livre quand j'étais petite. Si ma mère nous écoute, elle pourra se rappeler de ça. Ma soeur puis moi, on avait chacun un livre. En fait, c'était peut-être à ma soeur celui-là. J'avais peut-être un Looney Tunes finalement, mais avec des sons sur le côté. Avez-vous déjà eu ça? Non. Oui. Dans l'histoire, il y a les logos. Puis là, faut que t'appuies. Puis là, ça fait des sons qui vont avec. Puis dans La Sirène, il y avait des bulles d'eau. Puis il y avait Ursula qui crie. Puis tout ça. Mais j'ai jamais vu le film. J'ai jamais... En tout cas, c'est ça. On essaiera de l'écouter dans un avenir rapproché. Hein, tout à avant fait, le prochain live action. On va se rendre compte, par exemple, que ça se ressemble pas tant que ça. Tu sais, le film puis le film de Red Shoes puis le conte de Anderson se ressemble pas tant que ça. En fait, le résumé là, simple de La Petite Sirène, c'est qu'une fille qui est assez pauvre là, ses parents meurent puis elle est adoptée par une famille riche, évidemment, parce que pourquoi pas. Puis là ça change sa personnalité puis elle devient comme un peu spoiled de tout ça. Elle avait des souliers rouges avant qui étaient pas super beaux, puis on y en offre des nouveaux qui sont extraordinaires. Puis là, elle veut les porter tout le temps, puis à un moment donné, elle les porte à l'église, puis elle se fait dire qu'elle peut pas porter de rouge, faut juste qu'elle soit habillée en noir. Donc elle sort de l'église, rencontre un homme qui passe par là, puis là, c'était précisé qu'il y avait une bague
largue rousse. Donc je pense que le roux est vraiment important. Ben c'est des Vikings. Mais non, mais tu sais, fait que ça dit pas vraiment si elle était rousse, là, mais bon bref, qui met une espèce de malédiction sur les souliers, qui dit c'est vraiment des beaux souliers pour danser, puis tu sais ça a été ça dans le fond, puis là il y a à un moment donné dans le fond sa mère adoptive qui meurt, puis il y a un ange qui vient mettre une autre malédiction sur la fille disant que quand ça va bien, à chaque fois qu'elle a ses souliers dans les pieds elle peut pas juste jamais arrêter de danser puis tout ça, donc là à un moment donné elle est un peu exténuée de tout ça, là, qu'elle peut jamais juste rien faire d'autre finalement. C'est un ange gentil. Ben oui. Mais écoute, ça s'en vient assez dark là. Elle a pris de se faire couper les pieds, fait qu'il y a quelqu'un qui fait ça, qui coupe les pieds, mais les pieds continuent de danser dans les souliers. C'était quand même violent. Là. Ça me dit quelque chose, ce conte-là. Il me semble qu'il y a eu plusieurs, je pense, adaptations, en tout cas, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu comme quand même souvent. Ouais, ben j'ai pas vu ça souvent. Ça me disait rien non plus, mais... j'ai entendu ça quelque part. c'est ça. Fait que là, elle demande de se faire couper les pieds, puis finalement, comme après sa mort, ses pieds continuent quand même de danser. Elle est amputée, elle a plus rien. Tu sais, c'est quand même vraiment, vraiment intense. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai peut-être comme pas fait les bons liens, là. Je suis vraiment dans The Red Shoes. Non, c'est correct, ça. T'avais dit la petite sirène, on a compris après ça. Mais je m'en suis rendu compte aux 3/4 du résumé, mais bon, The Red Shoes, l'histoire originale, c'est ça, ce qui est pas le cas. Ben, en fait, c'est parce que le film est construit, il a beau s'appeler The Red Shoes, mais il y a vraiment il y a tellement de sens à ce titre-là, je trouve, pour le film. D'une part, le conte, ensuite le ballet, mais aussi le fait que les souliers, vraiment, là, comme, tu sais, elle se met à danser, elle devient connue avec ces souliers-là, puis tu sais, il y a comme plusieurs affaires là-dedans. C'est sûr que ce résumé-là, on le voit pas dans le film, parce que il y a peut-être le ballet qu'ils font sur scène, auquel on passe à peu près 20 minutes, quand même. C'est quand même une longue scène, super le fun aussi à regarder, mais on n'a pas conscience vraiment de ça. Puis le film est pas si méta que ça non plus. On pourrait s'attendre à une espèce de Black Swan où elle commence à vivre, c'est tout ce qui... Puis c'est pas ça, tu sais, fait que... Mais ça laisse miroiter un peu la fin, puis en tout cas, qu'est-ce qui va se passer par la suite aussi. Oui, c'est sûr, mais à la Black Swan, justement, mais tu sais... C'est ça, c'est pas exactement ce qu'on retrouve. La petite sirène, par exemple, qui est comme quasiment l'inverse de ce conte-là, tu sais, dans le fond, qui est une sirène qui apprend que parce que les sirènes vivent un X temps, là, X nombre d'années, puis elle apprend que les humains vivent moins longtemps, mais que leur âme est éternelle, donc elle veut devenir une humaine, puis là, elle se fait dire qu'il faut absolument qu'un homme tombe en amour avec elle, puis qu'il faut qu'il la marie, dans le fond, pour ça. Puis là, tu sais, je lisais le résumé, puis c'était... Ben, c'est pas comme ça encore aujourd'hui, non? Oui, c'est ça. C'était atroce, là. C'est à chaque pas qu'elle faisait, ça lui faisait super mal, tu sais, ça la fait souffrir d'être une humaine, puis tout ça. Elle essaie de changer sa personnalité au complet pour un homme qui va la regarder, tu sais, puis tout ça. Finalement, ça disait aussi que s'il se mariait avec une autre femme, elle allait mourir puis devenir de l'écume dans de la mer, là. C'est joyeux. Ben c'est ça, tu sais, l'amour c'est tout. Pas facile de grandir au Danemark, j'ai l'impression. Finalement, ben ce qui devait arriver arrivera. Donc elle décide, tu sais, être un peu fâchée contre le prince, tout ça, décide d'essayer de le tuer. Finalement, elle le fait pas. Puis là, comme une espèce de punition à ça ou libération, de ce que je comprenais, c'est qu'elle meurt, mais au lieu de se ramasser dans de l'écume, dans de l'eau, c'est qu'elle joint les filles de l'air. Fait que, tu sais, c'est un peu bien hôtesse de l'air. C'est comme vraiment l'inverse, en fait, parce que, ben, à grande échelle, l'inverse, parce que dans La Petite Sirène, c'est vraiment la fille qui change complètement de personnalité puis de vie, puis ça pour un homme, puis que finalement, ça marche absolument pas, tu sais. Puis dans l'autre, elle choisit plus l'art que l'amour dans le fond, puis elle voudra pas changer pour l'homme, puis c'est vraiment déchirant comme choix, mais tu sais, c'est alors que lui fait le choix d'être avec elle c'est pas ça qu'elle décide finalement, tu sais, fait que c'est ça, je trouve les contes joyeux. Ouais, c'est ça a l'air vraiment intense là, mais de toute façon le conte, c'est ça compte juste pour une partie là, ce qui est essentiellement comme le ballet. Êtes-vous des fans de ballet vous autres? Moi j'en ai jamais vu. Casse-Noisette, c'est un ballet ça? Oui, c'est un ballet, c'est si bon
danse. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai On même ira, pas vu. mais on peut pas y aller cette Non, année. pas. J'ai même pas vu Black Swan, là. J'ai même pas vu le film, là, donc... C'est dommage parce qu'il y a des beaux parallèles à tresser, tirer avec ça. Tu sais, ouais, peut-être. Mais non, c'est ça, mais non plus, j'ai pas un... C'est quoi donc l'autre film sur le ballet? Ah non, c'est un documentaire que j'avais vu, là. Il y a Girls, sinon, qui est pas plus un film joyeux sur le ballet, là, mais... Non, c'est ça. En tout cas, il y en a plusieurs. Le fameux épisode des Simpsons, là, mais bon, je pourrais en parler un peu plus loin. Mais c'est ça, le ballet, en fait... Tente-moi pas! Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a une référence là-dedans, je pense qu'il apporte des souliers qui la force à danser, quelque chose de même. Là. Donc, les Simpsons, ils ont tout parodié. Ben oui. Mais le ballet, en fait, le film est surtout reconnu, oui, c'est une histoire d'amour là, avant tout, j'ai l'impression, mais le film est quand même connu pour sa séquence fantastique de ballet. Puis quand je dis fantastique, elle est fun, mais tu sais, c'est aussi... mais il y a des effets spéciaux, puis on n'est pas... c'est ça que je lisais dans mes recherches aussi, c'est que cette scène-là, en particulier, on est dans un ballet cinématographique puis pas un ballet théâtral, puis c'est vraiment, il y a des moments qui se peuvent pas là dans la vraie vie. On est de temps en temps d'un point de vue spectateur, après on est en haut pendant qu'elle danse en bas, tu sais, on est en arrière-scène, comme, puis il y a des plans de caméra là-dedans qui c'est ça marche pas là, tu peux pas vivre ça sur une vraie scène dans le fond, mais c'est si beau, c'est il y a de la fantaisie beaucoup, puis tu sais, en fait on n'a jamais le spectateur est jamais vraiment important parce que à part sur le premier plan où on est comme vraiment un peu dans la salle puis on le voit, après ça on change du tout au tout, puis quand même on est sur le dessus, on voit pas l'histoire. Puis on voit Craster, puis on voit c'est les deux seuls qu'on voit, puis on voit pas le reste de la salle, puis même à la fin, quand tout le monde applaudit, ben on voit même pas la foule qui applaudit, c'est comme des vagues ou je sais pas trop quoi, là, donc on a superposé une image dessus. Donc cette scène-là est quand même assez particulière. Moi j'ai adoré le bout où il y avait des journaux là, qui se matérialisent en bonhomme, là, puis là ils se mettent à danser ensemble, ça c'était vraiment cool. Mais est-ce que vous avez aimé ça dans le film, justement, ce bout-là, ou si comme ça partait un peu de nulle part, parce que c'est un film réaliste là, quand même. Ben moi c'est ce bout-là, c'est là que j'ai comme vraiment réalisé que le film se basait sur un conte. On dirait que c'est vraiment à ce moment-là que tu comprends que comme c'est un conte qui a été écrit, puis avec la scène du ballet, ça te permet vraiment d'entrer dans, parce que c'est ça, comme tu disais, il y a des choses qui se peuvent pas là, dans un spectacle de ballet comme ça là, genre. Mais c'est là vraiment que tu comprends que c'est vraiment un conte, puis qu'elle rentre dans son art. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça beau. Peut-être trouvé ça long un peu. Là, c'est 17 minutes. C'est ça. Mais c'était quoi donc? C'était il y en a un des deux qui voulait 15 minutes, l'autre qui voulait 20, fait qu'ils ont fait un entre-deux finalement. Mais ça veut exactement, en fait, c'est ça veut représenter ce conte-là. Pas nécessairement le point de vue, mais le mindset des danseurs quand ils veulent justement faire cette pièce-là. Ils veulent pas, ils rentrent dans un personnage, puis il faut qu'ils s'imaginent un peu ce qu'ils voient là. Puis nous, l'auditoire, le simple auditoire, on essaie de faire notre propre conclusion aussi. Mais c'est ça, c'était vraiment très agile. Toi, t'as aimé ça, j'imagine? J'ai vraiment aimé ça. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça coupe le rythme, parce qu'il y a vraiment comme un espèce de climax. Là, il y a un avant puis un après cette pièce-là. Oui, parce qu'après ça, le reste, c'est vraiment un découlement. J'ai l'impression qu'après la scène du ballet, le film devient un peu plus dark, un peu plus... Ben c'est vrai, c'est comme ça monte, c'est moins joyeux, c'est ça. Comme une montagne. C'est ça, exactement. C'est vraiment comme une espèce de montée dramatique qui amène à ça. La scène est extraordinaire, c'est beau, puis c'est super bien fait. Les effets spéciaux sont le fun, c'est ça. Bon, ça se pourrait pas... on pourrait pas être au ballet voir ça, mais ça marche dans le contexte du film. Puis c'est tout ce qu'elle a fait avant pour y arriver. Tu sais, juste avant, dans une répétition, elle puis Craster, il s'ostinaient un petit peu sur le tempo de la musique, puis juste avant de rentrer sur scène, il dit danse au rythme que tu veux, je vais te suivre finalement. Fait que là, ok, tu sais, on est rendu là, il y a l'espèce d'euphorie on arrive sur scène, puis tu vois que elle était super bonne, c'était une vraie danseuse au sommet de son art aussi à ce moment-là. Mais c'est tellement bien fait, c'est vraiment le fun. Il y a des changements de costumes, il y a plein de magie là-dedans. Changement de décor. Ça peut rappeler un petit peu Casse-Noisette, je l'ai vu une fois. Mais justement, il y a c'est parce qu'en fait, c'est qu'ils rentrent avec des jouets, là, comme ils deviennent petits, les jouets deviennent grands, bref, puis sont comme dans un coffre, puis ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe du
du fantastique, puis tu sais, c'est beau, les décors sont super bien faits, c'est peint, c'est le fun. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est 120 peintures qui font les décors juste pour cette pièce-là. Puis le tournage a pris 6 semaines juste pour ça. Et puis d'ailleurs, parce que c'était pas mal tous des danseurs, des danseuses professionnelles, puis ils trouvaient ça un peu particulier parce que souvent, ça prenait des longues heures juste pour tourner, mettons, 1 minute de danse et tout, alors que, tu sais, la plupart des gens étaient pas habitués non plus au rythme du cinéma, puis tu sais, 6 semaines pour danser 20 minutes, ça devrait prendre 20 minutes puis ça finit là. Mais ça, ils ont eu beaucoup de difficultés parce que c'est ça, les deux réalisateurs voulaient vraiment là, que ce soit des danseurs, des danseuses professionnelles. Ils ont essayé d'avoir justement Maura Shearer, qui elle voulait pas en fait faire le rôle. Elle a jamais voulu le faire parce qu'elle était justement dans son prime, là, comme tu disais, puis elle avait peur que ça nuise un peu à sa carrière de participer à ça. Fait que là, ils l'ont courtisé pendant un petit bout, ça a pas marché. Ils ont attendu 1 an, ils ont parlé à plein d'autres personnes, puis ça a pas marché. Puis après ça, ils sont retournés la voir. Puis là, ils ont fait tu sais, veux-tu bien la faire parce qu'il arrêtait pas pour vrai. Puis apparemment que c'est la chef de la troupe de Shearer qui a fait bon, là, je t'écœurais qui rôde autour de nous de même puis qui arrête pas de t'harceler. Fait que fais-les, là. Puis après ça, tu reviendras nous voir quand ça va être fait. Puis effectivement, ça a eu comme un peu un downside sur sa carrière, là, parce qu'elle a continué un peu à faire des films où elle était danseuse, mais elle a jamais pu retourner en tout cas, dans ce qu'elle voulait faire, là, de la vraie danse de compétition. En tout cas, de troupe, je sais pas trop comment. Probablement. Ouais, exactement. Mais c'est ça, il y a aussi celui qui jouait dans Henri V. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais justement, il y a comme 2 hommes. Là. Il y en a un qui est français, puis l'autre qui est bizarre. Là. Celui qui danse avec un peu. Là. Il y en a un qui est un peu plus vieux, puis qui est français. Mais en tout cas, l'autre, il jouait dans Henri V. Il jouait celui qui échappe ses papiers partout là, au début du film. Oui. Mais il jouait là-dedans. Mais lui, c'est un danseur professionnel, c'est un Australien. Puis lui, il a fait partie des ballets russes parce que la troupe Lermontov est basée, en fait, c'est ça, sur celui qui a fondé les ballets russes, qui est, j'ai son nom à quelque part, Sergei Diaghilev. Donc, Lermontov est basé sur lui. Puis, donc, lui, c'est Robert Altman, qui a fait partie des ballets. Puis, c'est lui qui s'est chargé aussi de faire toute la chorégraphie du film. Donc, puis Shearer, quand on a vu que lui est attaché au projet, même chose pour l'autre français qui était là, qui était lui aussi fait partie des ballets russes, ça leur donnait un petit peu confiance. Puis, c'était un peu le but des réalisateurs aussi d'avoir 1 ou 2 gros noms pour qu'après ça, le reste suive. Puis, finalement, ils ont réussi à se partir leur propre troupe pour le film. Puis, voilà. Donc, contrairement aussi ce segment-là, là, habituellement, moins peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, là, quand on voulait représenter une danse ou quelque chose, ou un théâtre, c'était souvent filmé une espèce de plan continu, pour nous donner l'impression qu'on est assis dans la salle puis qu'on voit ce qui se passe. Mais ici, c'est pas ça du tout là, qu'on est. Là. Il y a vraiment il y a des gros plans, il y a des... quand t'es spectateur, tu vois pas tant que ça l'émotion, il faut que l'émotion passe par les mouvements puis les corps parce que t'as pas accès nécessairement au visage des danseurs, des danseuses. Fait que ça ici, je trouvais que ça amenait une bonne perspective, pas nécessairement nouvelle, mais une perspective différente un peu, puis pour nous enlever tout de suite le fait que comme on n'est pas juste on n'est pas juste spectateur comme ça. Puis la pochette du film, je pense que c'est un gros plan pendant ça fait peur un peu. Ouais, ça fait peur. Ben, il y en a plusieurs parce qu'ils se demandaient, je disais c'est un drame, c'est un film fantastique, c'est un musical, mais il y en a plusieurs qui vu aujourd'hui, ils considèrent quasiment ça comme un film d'horreur, là, mais du soft horror, là, on s'entend. Ben, ça se comprend, je pense. Il y a des côtés un peu inquiétants au ballet puis à tout ce que ça signifie. Pensez surtout à Black Swan, honnêtement. Là, c'est à peu près on sait que tu l'as pas vu, mais Black Swan, pour ceux et celles qui l'auraient pas vu non plus, c'est à peu près le même principe. C'est Natalie Portman qui doit jouer le signe noir et le signe blanc en même temps, puis qui devient trop imprégné de son personnage, puis là se met à toujours être entre le bien et le mal, entre je sais pas quelle autre dualité il y a en fait. Mais l'horreur, on parle quasiment d'un film d'horreur, mais même à la fin on le voit, mettons, les regards que Crackster envoie quand il est pas content ou quelque chose, c'est genre des gros yeux que c'est comme... Ouais. T'es pas à l'aise de voir ça, genre ça fait ça fait peur. Ça fait très très horreur. Je sais pas si à l'époque il était considéré comme ça là. Je sais pas si c'était monnaie courante dans les années 40, mais bon.
Mais n'empêche que c'est ça. Ce qui englobe ça aussi, c'est l'excellente musique. On aurait pu passer un extrait de l'opéra, du ballet au début de l'émission, mais bon, on l'a pas fait. Mais la musique, c'est ça, est quand même assez bonne aussi. Puis ce compositeur-là, il a pas fait beaucoup de films à part ceux des deux, de Powell et Pressburger. Mais elle colle vraiment bien là, à la peau. Puis c'est vraiment bizarre comment ils l'ont fait, parce qu'on aurait pu penser que comme la musique est venue avant, puis la danse s'est faite par après, là, tu sais, pas selon la musique, mais non. En fait, la musique a été écrite sur des peintures que, justement, le gars, comment il s'appelle, là, Urquhart, là, celui qui a peint les décors pis tout, là, il avait fait une peinture un peu de la chorégraphie qui était prévue. Quoi? Chorégraphie, en ouais, français, c'est ça. Ouais. Chorégraphie. Puis, donc c'est ça. Puis le compositeur, il s'est basé sur ces dessins-là pour écrire ça. Puis après ça, c'est comme le tout est arrivé à peu près en même temps, là, au moment où il venait le temps de tourner puis de faire jouer la musique. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que j'imagine que quand t'es un danseur de ballet puis que tu fais un ballet puis qu'il n'y a pas de musique, ça doit être un peu bizarre. Là. Ça doit être dur à savoir. Il n'y a pas de beat. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est quand même la musique est venue un peu avant, mais surtout pendant le tournage, donc ce qui est quand même particulier. Ce qui m'amènerait peut-être, avant de parler des thématiques, à la couleur du film, parce que c'est un film qui est en couleur, évidemment, mais qui est de la très belle couleur, surtout à cause de la restauration aussi qu'ils ont fait, parce qu'on a vu, moi j'ai vu avant et après là, dans les vidéos qui sont sur le bonus justement du DVD. Puis c'est souvent considéré comme le film, le meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec le 3-strip Technicolor. Le Technicolor, c'est une caméra en fait qui tourne l'image 3 fois, puis sur 3 bobines différentes, puis que là tu peux superposer, puis que ça va donner vraiment ta couleur normale. C'est vraiment très difficile. C'est une immense caméra, mais c'est aussi parce que l'éclairage est pas nécessairement la même, tu sais, parce que les 3 couleurs c'est rouge, vert puis bleu. C'est cyan, magenta et jaune. Non, mais non, c'est ça, non. Je pense que c'est rouge, vert et bleu. Parce que ça me dit pas, on a déjà eu des conversations là-dessus il y a vraiment longtemps. Mais c'est ça, je pense pas que c'est les 3 couleurs primaires. Là. Je pense que. Mais je vais te laisser. C'est cyan, magenta, jaune. Ouais, non, je sais, mais pas pour ça. Ça, je pense que c'est vraiment vert, rouge et bleu. Donc, c'est ça. Donc, la restauration était vraiment compliquée, parce que là, au lieu d'avoir juste une bobine à restaurer, t'en avais 3. Puis des fois, là, il y avait 2 couleurs qui étaient quand même pas si pires, puis il y en avait une qui était vraiment maganée. Donc, c'est quand même. Le rendu est vraiment excellent. Même dans les scènes, c'est ça, avec beaucoup d'effets spéciaux, là, je trouve que le rendu est quand même très bon. Puis, c'est ça, je l'ai mentionné, mais la plupart des décors étaient faits par un peintre. Puis c'est la première fois, en fait, qu'un peintre était en charge des décors au cinéma. Donc, ça a fait la une. T'as-tu trouvé... Pas encore, ça s'en vient. C'est écrit 3-strip Technicolor. C'est ça. Ben là, en tout cas, je vois sur un aperçu du Magicien d'Oz que c'est vraiment les 3 couleurs primaires, mais c'est peut-être pas ça, par contre. Enfin. On se corrigera dans les commentaires. Mais je te laisserai aller, en fait, puis on peut discuter, en fait, de l'espèce de concept qui est... Oui, vas-y. Oui, t'avais raison. Rouge, vert et bleu. Ah, voilà. Pas les couleurs primaires, mais so close. Eh oui. Mais c'est ça, la thématique qui est vraiment aussi... la dualité qui est vraiment au centre du récit, c'est vraiment la passion pour l'art et la passion amoureuse. Puis là, on peut jaser un petit peu de ça. C'est quelque chose qu'on voit quand même souvent au cinéma. Veut pas, c'est des artistes là, qui font les films, donc c'est une thématique. On n'est pas dans André Roublev non plus, là, mais on est dans... Ben, tu sais, un bon exemple récent de ça, ce serait La La Land. Ouais, t'as-tu vu ça? Non? C'est sur la liste, la longue liste. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, tu sais, tantôt, on disait, c'est un peu frustrant comme prémisse, puis tout ça, mais c'est vraiment, je pense, Lermontov qui est pas capable d'assimiler ça. En fait, puis tu sais, l'étude que je lisais, on avait vraiment des belles photos de son visage quand il apprend que Vicky et Craster sont ensemble, qu'il y a comme aucune émotion, puis tu sais, il fait peur capable. Aussi. Oui, il fait peur un peu. Il est très sérieux, très russe. On pensait qu'il était en amour avec Vicky, qu'il voulait l'inviter, puis tout ça, puis finalement, je pense que c'est peut-être pas ça la lecture qu'il faut en faire. Ouais. C'est peut-être juste que il veut juste pas qu'elle ait autre chose que le ballet, parce qu'il veut qu'elle se consacre entièrement à ça, puis qu'elle ait rien d'autre dans sa vie. Ce qui est à peu près aussi la même affaire dans Black Swan, là, que Nina, Natalie Portman, doit justement se concentrer là-dessus. Puis t'as le personnage de Mila Kunis qui joue au début le signe noir. Dans le fond, en fait, tout le
film, c'est comme le symbole du signe noir, que elle est tellement lousse, ses cheveux sont jamais attachés, elle est libérée alors que l'autre est toujours toute habillée en pris, noir, c'est ça. toute cute, toute elle boit puis elle prend de la drogue, tu sais, c'est comme c'est vraiment des gros contrastes, mais c'est ça peut ressembler à ça, les sacrifices qu'on fait pour l'art aussi, puis justement choisir l'amour ou l'art, l'amour de l'art, donc c'est vraiment ce qui est au cœur de ce récit-là. Mais pour l'art, mais tu sais, je pense qu'il y a des parallèles avec le sport aussi à faire beaucoup, là. J'ai pas d'exemple, on dirait, qui me viennent en tête, là, mais tu sais, on sait que être un sportif, c'est quand même une vie de sacrifice quand même assez courte, un peu comme des danseuses de ballet que après 35 ans, 40 ans, tu t'en fais plus vraiment, là. Mais c'est vraiment cette idée-là de, pas nécessairement de la compétition, mais du dépassement de soi. Tu sais, je pourrais mettre là-dedans, mettons, Whiplash. Oui. L'as-tu vu? Non? T'as pas vu? Ça, faut que tu l'écoutes. Ça, écoute, là, on commence là à... Ouais, mais Whiplash, ça, faut que tu vois ça. C'est, dans le fond, je sais pas si tu sais quoi, là, mais c'est dans le monde de la musique. C'est un orchestre, d'une certaine façon, puis il y a un drummer, justement, qui est Miles Teller. Ouais. Puis t'as un professeur qui est J.K. Simmons. Oui, c'est bon, puis, je sais c'est quoi, oui. Puis moi, ce film-là, je l'adore vraiment parce que ça, tu sais, c'est pas... Ben, je trace des parallèles, mettons, avec Me Too, tu sais, des harcèlements de même, mais tu sais, toute la question de l'autorité. C'est qui c'est Gérard Scott qui est un... Gilbert Scott, ouais. Qui est un c'est ça, un professeur. vraiment, ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, tu sais, c'est toujours... tu sais, je pense que c'est J.K. Simmons, alors je pourrais ressortir parce que j'avais écrit la critique à un moment donné, là, mais tu sais, il dit le pire commentaire qu'on peut te faire, c'est que t'as été bon. Tu sais, c'est ça, parce que te dire que t'es bon, ça t'amène rien, ça t'amène pas à te dépasser. Puis tu sais, d'une certaine façon, je trouve ça vrai, mais d'une autre, tu sais, c'est ce que J.K. Simmons dit. C'est pas que t'es bon, c'est that you've done a good job. Ben attends, je pourrais ressortir. Good job. Non, c'est good job, parce que good job, ça veut dire je m'attendais pas à plus, j'ai eu tu m'as pas ébloui, après ça tu voudras pas te dépasser. C'est pas que t'as été bon, c'est good job. Ouais, mais Vas-y, cherche-nous ça. Mais c'est ça, t'as raison. Non, en fait, c'est la vraie citation. There are no two words in the English language more harmful than good job. Voilà. Donc, tu sais, puis c'est vrai, mais en même temps, tu sais, puis dans Whiplash, je trouve que c'est vraiment bien représenté parce que t'as Miles Teller qui est comme, qui veut prouver, tu sais, qui est comme très orgueilleux, puis qui veut prouver à l'autre que comme, check, je suis capable d'être au niveau que tu t'attends que je sois. Mais l'affaire, c'est qu'il remonte toujours la barre plus haute à chaque fois. Fait que, en tout cas, c'est vraiment, c'est très particulier comme film. Je te le conseille, évidemment. Mais c'est un peu cette situation-là qui se trouve, j'ai l'impression. Lamontov, il est pas méchant, là. Il est pas, tu sais, il est dur parce que c'est son ballet, mais il est pas cruel, là. Il est chasse dans le film, là. Il envoie Craster's, il sort de la troupe, en fait, les Craster's, puis mais tu sais, même Craster, lui, comme dès qu'il se marie, il veut pas que Vicky continue à danser, donc elle se trouve dans un milieu, c'est ça que je trouve frustrant, genre dans une situation, c'est l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux. C'est ça qui est vraiment particulier parce que tu peux pas te dédier complètement à l'art si t'es en amour, parce que là tu penses juste à ton chum, ou en tout cas je sais pas trop, c'est une vision un peu conservatrice de la chose, mais tu sais mais qu'il y a un fond quand même de vérité aussi, là. Tu sais, après une chicane, ça pourrait être vraiment une mauvaise journée, une mauvaise représentation, ce que Lermontov veut pas, puis ça reste dans un fond, bien au fond, vrai puis légitime, mais c'est sûr que là c'est l'exécution pas présenté, qui est pas c'est ça, mais je trouvais que c'était puis moi évidemment Black Swan c'est un de mes films favoris, même chose pour Whiplash, fait que je voyais beaucoup de parallèles intéressants, puis clairement ils ont fait, parce que même la représentation du ballet dans Black Swan est quand même similaire à celle-là ici, tu sais, ça allie des éléments de fantastique, puis c'est ça, parce qu'on l'a pas vraiment mentionné, mais en fait la scène de ballet qui dure 17 minutes, on est de temps en temps dans le film sur scène, d'autres fois on est dans le ballet, dans le conte, tu sais, il y a comme une comme Henri V, il y a plein de niveaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien exploité, puis ça dure juste 15 minutes. Oui, c'est pas 3 heures. Black Swan, c'est un peu ça aussi, mais moins, parce que Black Swan, la scène du ballet est plus à la fin. Puis, tu sais,
la fin est complètement, ben c'est la même chose mais en même temps c'est complètement différent là. On en parlait ce matin. On se spoilera pas non plus. La fin de Vicky est vraiment plus trash que celle de Black Swan, mais bon, que veux-tu, fait que c'est ça. Mais c'est une thématique que moi j'apprécie vraiment au cinéma, puis ici ça marchait super bien là. Je trouvais qu'il y avait un bon mélange entre justement cette espèce d'amour impossible là, puis justement l'amour de la musique, de la danse et tout là. C'était pas, il y avait pas tant de, je trouvais que c'était bien dosé. C'était pas comme mettons Summertime de David Lynch. Je trouvais que c'était un peu mal dosé parce que il y a beaucoup de scènes qui servent à rien mais qui servent à montrer check, c'est donc ben beau la ville, puis en même temps t'as cette histoire d'amour-là qu'on se fout un peu parce que elle sert à rien au final. Mais en tout cas, ici je trouvais que c'était super bien dosé, puis je sais pas si on serait prêt, à moins que t'aies d'autres choses, que vous ayez d'autres choses à rajouter, on pourrait parler de... En fait, c'est peut-être une quote des réalisateurs, mais qui... Ben là, on a parlé assez de Black Swan pour que je puisse nommer la citation, je pense, mais c'est le film sortant pas loin après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est on nous a appris pendant comme plus de 10 ans, tu sais, à vouloir mourir pour la démocratie, pour son pays, pour la liberté, puis tout ça. Donc, on a décidé de changer ça, puis de montrer du monde qui veulent mourir pour l'art. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui était pas concevable nécessairement. Fait que là, tu sais, on est rendu dedans. Mais c'est ça, parce que c'est cette espèce d'impossibilité de choisir là qui va amener le même destin là justement que Black Swan. Destin. Ouais. Mais oui. Mais c'était vraiment bon. Moi j'avais commencé à écouter la bande sonore avec les commentaires aussi là. Je l'écoutais avant de me coucher et tout. Je l'ai pas fini encore mais je pense que je vais la finir parce que c'était quand même assez intéressant justement de voir Moira Shearer qui est quand même, moi j'ai jamais aimé ça jouer dans le film puis c'était bien correct là mais je trouve pas que c'était un si bon film que ça puis ça me fait mal là, dire ça, mais bon. C'est excellent, là. Ouais, vraiment. Donc, on pourrait passer à nos notes avant les petits trucs de référence dans la culture populaire. Donc, pour ma part, moi, je vais y aller avec un bon 8 sur 10. Vraiment, c'est un film là, qui me donne envie de regarder les autres des réalisateurs. Heureusement, il y en a qui s'en viennent dans pas long. Mais j'ai vraiment le goût de voir les autres, surtout Black Narcissus. Là, il a l'air super beau visuellement, un peu comme celui-là. Fait que j'ai vraiment hâte d'explorer plus Powell et Pressburger. Et toi, Camille? Moi, je donne un 7. 7? Parfait, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est sûr que la frustration m'a laissé vraiment un arrière-goût amer. Ça dure longtemps aussi, la frustration. Pas juste 10 minutes. Non, c'est ça. La deuxième partie du film, c'est que ça. Mais le début, je le trouve, c'est long un peu avant que ça se mette en place. Donc, il y a vraiment une mise en contexte qui se fait. Je comprends, faut qu'elle se fasse. Puis même aussi, à la fin, à un moment donné, j'étais comme... Bon, c'est bon, là. Il dure quand même 2h15 aussi. C'est quand même une bonne durée. C'est ça. À un moment donné, c'est juste comme... OK, ça commence à être lourd un peu. La scène du ballet, par contre, est vraiment super belle. C'est super beau à voir. Long un peu aussi. Comme les 10 premières minutes, j'ai trouvé ça excellent. Puis après 12 minutes, on est prêt à passer à autre chose, mettons. Mais ça reste un beau film. Les images sont super belles. Ils ont des super bonnes répliques, comme Jade la disait tantôt. Donc oui, je trouve un beau 7 pour moi. Tant mieux. C'est le premier film que tu mets 7, là, je pense, parce que les autres, c'est toujours 6 ou moins. Là, fait que, c'est sévère un peu, j'ai l'impression, mais surtout... mais ça va. Dans la collection, il y a tellement d'affaires. Ouais, c'est ça. Puis déjà, moi, les vieux films de ces années-là, c'est pas des films que je vais être portée à regarder particulièrement parce que c'est vieux puis on dirait que ça m'intéresse pas, mais toi qui es en histoire, c'est ça, moi qui ai 6 ans d'histoire, je comprends pas, mais celui-là, j'ai beaucoup surpris puis ça me donne le goût d'en écouter d'autres, donc... On va te réinviter, on n'aura pas le choix. Puis toi, Jade? Ben, je vais aussi y aller avec un bon 8. C'est un film qui est vraiment bon, qui est super beau. C'est vraiment bien fait. Pour tout ce que ça l'a inspiré après aussi, j'aime comment c'est filmé, j'aime l'espèce de scission à la scène du ballet dans le milieu. Tu sais, il y a comme vraiment plusieurs étapes de la construction de ce film-là, puis c'est ça, c'est plein de réparties, c'est le fun, c'est bon, un peu tragique là, mais c'est non, j'ai vraiment aimé ça, donc un très bon 8. Bon, ben c'est parfait, je vais finir vite avec les références en culture populaire. Connaissez-vous mesdames Kate Bush? Absolument pas. Non?
Ben, c'est une chanteuse, puis c'est une réalisatrice aussi, si j'ai cru comprendre. En fait, elle a une chanson puis un album qui s'appelle The Red Shoes. Sinon, il y a le film The Firebird, qui est aussi un hommage à ce film-là. Il y a le roman Letters from Yelena de Guy Mankiewicz, Mankowski, qui serait inspiré du film. Mais bon, là, on rentre dans du truc. Il y a Suspiria, évidemment, un autre film sur le ballet, mais une histoire d'horreur un peu plus. On en fait référence dans le film Time After Time, hein. J'ai aucune idée c'est quoi, mais juste avec le titre, on se doute que c'est un truc de danse, là, puis que c'est la chanson. Time after time. Je suis sûr. Je suis pas mal sûr que peut-être que la chanson a été faite pour ça, mais ça parle pas de danse. Non, je suis pas mal sûr que. En tout cas, sinon, il y a des thématiques similaires dans le film The Age of Innocence, qui est aussi de Martin Scorsese. Donc, je pense que c'est une espèce de triangle amoureux, mais là, c'est comme la passion du. En tout cas, c'est une espèce de triangle, tu sais, là, c'est comme entre ballet, entre amour, puis en tout cas, moi, je sais pas trop. Mais bon. Puis évidemment, vu que c'est un film de Scorsese, on se doute que la référence est voulue. Puis il y a aussi évidemment Raging Bull, tu l'as mentionné un peu, là, comment ils ont tourné la scène dans le ring de boxe. Et pareil, comme c'est pareil. Et c'est similaire, mettons, avec la scène de fantasy là-dedans. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Boris Lermontov dans Sabrina, de Teenage Witch, qui est un coach de ballet. Moi, je l'ai pas vu, fait que tu vas voir ça dans quel épisode. Tu vas voir ça dans quel épisode. Sinon, il y a le début du film le début, en fait, le film s'ouvre avec un livre ou un conte là, qu'on commence à lire. Ouais. Mais c'est le même début que dans Royal Tenenbaum. Donc, voilà. Puis, Wes Anderson a dit aussi que c'était voulu, la référence. Il y a aussi Teddy, qui court dans un escalier en spirale dans Shutter Island. Ça, j'ai vu. Ouais, qui a été repris par ça, évidemment c'est Scorsese, donc on comprend la référence. Il y a Black Swan, évidemment, et sinon il y a l'épisode des Simpsons que j'ai mentionné là, qui est avec la danse. Donc il a inspiré beaucoup de gens, beaucoup de choses, donc c'est quand même intéressant de voir la portée que ce film-là peut avoir. Un film qui a été nominé à plusieurs Oscars, puis on va revoir assurément un de ces jours, là, je sais pas trop quand, mais en tout cas moi j'ai déjà le goût de le revoir, donc d'habitude c'est de bon augure. Donc voilà, je pense que c'est ce qui conclurait notre épisode sur The Red Shoes. Merci Camille d'avoir été là. Merci encore une fois de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ben oui, on va essayer de te réinviter dans des bons films. Celui-là, c'en était un, heureusement. Mais bon, on verra si... On vient justement d'en regarder un, pas super le fun. Ouais, c'est ça. On verra si ça vaut la peine ou non là, de te faire monter à Sherbrooke pour ça. Mais sinon, on va parler pour le prochain épisode, en fait, de Taste of Cherry, un film iranien, notre premier film iranien, en fait, dans la collection de Abbas Kiarostami. Oui, selon toute vraisemblance, on devrait recevoir à l'émission Antoine Gauthier-Trépanier, qui est notre bon ami, puis qui a vu plusieurs films de Kiarostami. Donc, ça va être intéressant d'y parler, puis il va pouvoir faire quelques parallèles intéressants sur plusieurs films de sa filmographie. Donc, Taste of Cherry. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se reparle au prochain épisode. Salut!